Bonjour à tous et toutes et bienvenue à votre webinaire Histoire qui a lieu tous les dimanches à 10 heures. Je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, pardon, cette semaine, on va regarder, on va quitter les chevaliers, on va quitter le Moyen-Âge, on va venir en 1940, en pleine défaite, débâcle de l'armée française. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes attaquent simultanément la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. Donc c'est le début de ce qu'on appelait la bataille de France, mais qui était aussi la bataille de Belgique, la bataille de Hollande, etc. Donc toutes les forces allemandes se sont ruées vers l'ouest et la France, qui était considérée comme la meilleure armée du monde, qui avait autant de chars que les Allemands, qui avait même plus d'artillerie que les Allemands, mais 4 fois moins d'avions que les troupes nazies, s'est fait écraser en quelques semaines. En moins de 6 semaines, tout était plié. Je ne rentre absolument pas dans les détails des offensives, etc. Ce sera peut-être, si ça vous intéresse, pour un autre webinaire, ni sur les tactiques employées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction de deux hommes clés de cette époque-là. Le maréchal Pétain, qui devient chef du gouvernement le 16 juin 1940, par la démission du gouvernement français dans la débâcle. Il est nommé chef du gouvernement et le lendemain, il appelle à l'armistice. Alors c'est très important ce mot-là, l'armistice et pas la capitulation. Philippe Pétain s'est beaucoup battu pour obtenir ce terme-là. Alors pourquoi? L'armistice, c'est un acte politique qui met fin aux hostilités entre deux camps, mais pas à la guerre. A l'inverse, si c'est une capitulation, c'est un acte militaire qui entraîne l'arrêt total et sans aucune condition des combats. La défaite totale est reconnue. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux? Tout simplement parce que Philippe Pétain considère que ce n'est pas la responsabilité des militaires. La défaite n'est pas la responsabilité des militaires, donc il refuse de faire un acte de capitulation qui serait reconnaître que l'armée française a perdu sur le terrain. Donc il préfère le terme d'armistice en disant bah voilà, ce sont les politiques, les pourris d'avant, le Front populaire de 1936, ça a été toutes les explications qu'il a pu donner pour expliquer la défaite de l'armée française en tant que maréchal français, héros entre guillemets de Verdun. Il ne pouvait pas reconnaître la défaite de l'armée française. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important, c'est d'essayer pour nous de se mettre dans le climat de panique qu'il y avait à ce moment-là pour comprendre les deux textes que je vais vous lire. Vous avez, on va lire le premier texte qui est de Philippe Pétain, qui est son discours du 17 juin, radiodiffusé, où il indique aux Français qu'il s'est rapproché des Allemands et qu'il va signer un armistice, donc la cessation des hostilités. Et on a la réponse en miroir le lendemain du général de Gaulle. Alors, où se trouvent-ils tous à ce moment-là? Le gouvernement français est réfugié à Bordeaux, puisque les troupes allemandes sont plutôt concentrées sur Dunkerque à ce moment-là, mais en quelques heures, elles peuvent rentrer dans Paris. D'ailleurs, Hitler fera une petite visite éclair dans un Paris totalement vide. On a les images d'archives qui sont assez impressionnantes quand on le voit avec la Tour Eiffel et compagnie. Donc le gouvernement français est réfugié à Bordeaux. Et là, à ce moment-là, ça hésite. Il y a une énorme hésitation dans le gouvernement français entre la poursuite de la guerre, notamment en Afrique du Nord, puisqu'on a d'énormes colonies. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la carte des colonies françaises à cette époque-là. Je bascule, voilà. Donc ça, c'est la carte de l'Empire français en 1939. Donc la France, on
On a à peu près un tiers de l'Afrique, l'Indochine, donc Vietnam, Cambodge, Madagascar. Donc on a des possibilités de continuer le combat, d'autant plus que l'on a des troupes françaises en Afrique occidentale et en Afrique orientale française, en Indochine, à Madagascar, un petit peu partout. Et bon, là on voit qu'il reste encore actuellement des confettis de l'Empire français. Guadeloupe, Martinique, la Guyane, Nouméa, la Nouvelle-Calédonie et tout, ce sont les îles Kerguelen et compagnie, c'est encore des petits... la Polynésie française, c'est encore des restes de notre ancien empire colonial. Donc, il se trouve à Bordeaux, le gouvernement français en repli, en mode de panique. Que faire? Donc on a une partie du gouvernement qui dit on va poursuivre la guerre, notamment en Afrique du Nord. On a par exemple le général de Gaulle à ce moment-là, qui est son titre, il est sous-secrétaire d'État à la Défense, nommé par Daladier. Par Reynaud, et qui vient juste de démissionner. Donc on a les tenants de on va continuer à se battre, et on a l'autre tenant du gouvernement qui dit la situation est totalement catastrophique, désespérée, on a des millions de Français sur les routes en train de se faire bombarder et mitrailler, il faut que l'on demande une armistice. Et donc on a les deux camps, et ces deux hommes, que ce soit De Gaulle ou Philippe Pétain, marquent vraiment parfaitement, à la fois en tant que leader, entre guillemets, mais parfaitement ces deux camps, ces moments d'hésitation. Et le travail de l'historien, et ça je vous appelle sur ce webinaire à faire œuvre de pondération, si vous aimez De Gaulle, si vous êtes pro-De Gaulle, il y aura peut-être des choses que je vais vous dire qui vont vous choquer. Si vous êtes pro-Pétain, il y aura peut-être des choses que je vais dire qui vont vous choquer. Quoi qu'il en soit, j'ai le regard de l'historien, et l'historien doit essayer de se mettre en situation. Il n'est pas là pour juger, il n'y a absolument aucun jugement moral. Si vous voyez quelqu'un à la télévision qui se dit historien, qui a un jugement moral sur la période qu'il décrit, c'est tout sauf un historien, c'est une faute d'éthique absolument absolue. Un historien doit pouvoir juger, par exemple, pas juger justement, étudier la période de l'esclavage sans avoir un jugement moral sur l'esclavage, mais comprendre pourquoi nos ancêtres, à ce moment-là, psychologiquement, intellectuellement, considéraient que l'esclavage était une bonne chose, voire pour certains une archi-minorité, une mauvaise chose, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est pour l'esclavage. Ce que je vais vous dire sur Philippe Pétain ou sur Charles de Gaulle, ça ne veut pas dire que je suis gaulliste ou pétainiste. Parce que je sais que de toute façon, je vais m'en prendre des deux côtés dans la tête, mais voilà, dans une civilisation normale, j'aurais pas dû faire ce à propos, mais tant pis. Voilà, c'est fait. Donc, on va essayer de bien comprendre cette situation. Il y a un mot qui revient en permanence, que ce soit les gens de gauche, les gens de droite, les pétainistes ou les gaullistes, c'est la débâcle. On a, en 6 semaines, l'armée française, qui était considérée comme la meilleure du monde, s'est fait exploser partout. Alors on a perdu, ça on pourra le voir plus tard, pour des raisons tactiques, pour des raisons stratégiques, beaucoup pour des raisons psychologiques. On a commencé le combat en pensant qu'on allait perdre. Et en tout et pour tout, on a eu... les combats ont été féroces. L'armée française s'est battue, ce qu'on pourrait dire avec honneur, entre guillemets. On a eu plus de 90 000 soldats français qui sont morts en 6 semaines. On évalue maintenant à peu près à 100 000. 100 000 morts en 6 semaines, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que pendant la Première Guerre mondiale à Verdun. Donc on a eu vraiment, l'armée française s'est battue, on a des actes entre guillemets d'héroïsme un petit peu partout, mais c'est la débâcle, les troupes françaises reculent, on a une marée, et là c'est le climat psychologique très important, marée de Français qui abandonnent leur maison, fuient en panique sur les routes. Donc ça ralentit totalement les mouvements militaires. Voilà, c'est le mode panique. Les troupes ne savent plus, n'ont plus de commandement, etc. Je peux vous donner une anecdote
de mon grand-père maternel qui a combattu et qui m'a raconté. Alors lui, il était dans les... On n'a pas eu trop de peau, il était un peu dans les troupes, on va dire, de reconnaissance. Et à un moment, avec ses hommes, donc il avait une mitrailleuse de ce qu'il me racontait, avec ses hommes, les Allemands étaient quasiment 10 km à l'arrière, hein. Derrière, ils avaient enfoncé les lignes, ils ne savaient plus où ils étaient, ils n'avaient plus de commandement. Donc ils se sont mis à reculer pour essayer de revenir sur les lignes de front françaises, mais voilà, ils étaient 10 km en arrière au minimum, et c'est tout. Et au final, il y a eu des gendarmes allemands qui ont vu les Français qui essayaient, alors ils étaient une dizaine, c'était en fait le reste d'une petite compagnie, je pense, ou d'une section. Il y a des gendarmes allemands deux gendarmes allemands qui leur ont dit d'essayer de se mettre dans le fossé, de lâcher leurs armes, et qu'ils étaient prisonniers. Et mon grand-père leur a tiré dessus. Il en a tué un. Et voilà. Et quand il m'a raconté ça, il était en larmes parce qu'il se disait pourquoi j'ai tué un homme, ça a servi par rapport au cours de la guerre. Pas grand-chose. Il s'est fait engueuler par son lieutenant en disant mais t'es complètement dingue, on va avoir plein de problèmes avec les Allemands, on vient de tuer un soldat allemand. Et donc ils se sont barrés en courant pour mettre le plus de distance entre le cadavre et l'endroit où ils étaient. Et ils ont été faits prisonniers quelques kilomètres plus loin. Ils ont même été en Pologne, en camp en Pologne plus tard. Donc c'est simplement pour vous montrer, on voit ça, qu'il y a une désorganisation totale. L'état-major français est totalement dépassé, ils ne savent plus trop où sont les divisions, elles tournent en rond, elles se font capturer. Et au final, on a 1 500 000 soldats français qui sont faits prisonniers. Et on a 6 millions de civils qui errent totalement sur les routes, qui fuient l'avance allemande, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi les Allemands, c'est les Huns, ils vont violer, piller, tuer, massacrer tout le monde. Donc on a vraiment un climat de peur. Et ce climat de peur se retrouve à Bordeaux auprès du gouvernement qui est totalement dépassé. Et donc on a deux réactions. La réaction où on va continuer à se battre. Alors De Gaulle avait pensé à un moment se battre en Bretagne, parce qu'il y a pas mal de bocages, essayer de transférer les troupes à Dunkerque et françaises et à Narvik qui rentrent au Royaume-Uni auraient pu être débarqués en Bretagne, on aurait continué de résister en Bretagne. Bon, ce serait complètement fait massacrer par l'aviation, ça a rapidement été abandonné. Et puis il y avait l'idée de continuer le combat en dehors de la France, parce que la France, comme je vous l'ai montré, c'est un empire et on a énormément de territoires et des soldats français qui sont répartis aux quatre coins du globe. Et vous avez ceux qui disent c'est foutu, il faut se rendre. D'ailleurs, De Gaulle les appelait les flanchards, ceux qui flanchent. Alors, on va lire les deux discours et la réponse, le discours du maréchal Pétain et la réaction en fait à Londres du général de Gaulle. Alors, le timing est très important. Le 17 juin 1940, le texte que je vais vous lire est diffusé à la radio sur toutes les ondes en France pour appeler à cesser au combat. Des négociations s'engagent, l'armistice arrive. Pendant que ce discours est radiodiffusé, le sous-secrétaire d'État à la Défense, Charles de Gaulle, prend l'avion de Bordeaux pour aller à Londres. Et quand il débarque à Londres, il est mis au courant de la proclamation radiodiffusée du maréchal Pétain. Et dans la matinée, donc le lendemain, le 18, il va rédiger une proclamation qu'il va montrer à Churchill. Le cabinet de guerre britannique, Churchill est alors ministre des Armées, entre autres, va valider, et c'est le fameux discours du 18 juin qui est passé à la BBC. Alors attention, le discours que vous entendez oralement, que vous pouvez trouver, n'est pas le vrai discours du 18 juin 1940. Pourquoi De Gaulle a fait 3 fois le 18 juin 1940 un discours que je vais vous lire, c'est le discours vraiment original, parce qu'on a
le texte, il n'a pas été enregistré. Et ensuite, 48 heures, 72 heures après, il a été enregistré, mais c'est un discours qui a été, il y a eu 2-3 jours de battement, qui a été enrichi par De Gaulle. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le premier discours, parce qu'il est beaucoup plus brut, il est beaucoup plus réactif, et on voit vraiment plus ce qu'il pouvait penser qu'après 3 jours de réflexion, en essayant de rajouter quelques phrases supplémentaires. Donc, on y va. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Jonas et à Jean-Henri, c'est le père et le fils qui écoutent les vidéos, les webinaires, et ils m'ont écrit hier, et j'étais très touché de savoir que on pouvait écouter en même temps sur 2 générations mes webinaires, donc merci à vous. Donc climat, je vous le rappelle, panique, débâcle total, le maréchal Pétain est chef du gouvernement et il prend cette décision du 17 juin 1940. Français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Donc, chose très importante, Philippe Pétain n'a pas fait un coup d'État, c'est un acte légal de la Troisième République. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Ça, c'est intéressant. Il joue la carte de maréchal de France. Pétain est admiré par les Français car il a été le vainqueur de Verdun. Alors, juste pour bien comprendre, en 14-18, les maréchaux se comportaient comme des bouchers vis-à-vis de ses troupes. Et à Verdun, Pétain a mis un peu d'humanité auprès des troupes françaises. Il a permis par exemple de faire des rotations où les soldats français pouvaient, après avoir été au front pendant une semaine, pouvaient se reposer pendant une semaine. Ils ne laissaient pas pendant des semaines et des semaines, voire des mois en première ligne. Donc il a été très apprécié par les troupes de base, parce que ça a été le général à l'époque et puis le maréchal ensuite, qui a été peut-être le plus humain des maréchaux français qui se comportaient, qui considéraient vraiment que les soldats de base étaient du bétail. Donc sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, ce qui est vrai, je vous le dis, 100 000 morts, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Supérieur en nombre, pas vraiment. Supérieur en armes, oui, au niveau de l'aviation. Au niveau des blindés, non. C'est plutôt au niveau tactique qu'on a pêché. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés. Ça, c'est intéressant. Effectivement, il parle de résistance de l'armée française. Effectivement, elle s'est extrêmement bien battue. Donc, quelque part, elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés, qui sont par exemple les Anglais, qui se battaient aussi à nos côtés en France. Donc, il dit grosso modo, on n'a pas à rougir, on a fait notre maximum. Sûr de l'appui des anciens combattants, ceux dont je vous parlais, que j'ai eu la fierté de commander à Verdun. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Très belle phrase, très belle phrase. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Donc il rentre dans un schéma christique. Il ne voulait pas être là, il n'a pas demandé à être là. Bon, ce qui est faux, hein. Il s'est battu comme un lion justement pour assumer la direction du gouvernement. Mais il se présente, ce qui parle beaucoup à l'époque, ce qui parle énormément aux Français, comme une figure christique. C'est ce qu'a fait exactement le Christ. Il a fait le don de sa personne pour atténuer le malheur de l'humanité. Et donc, il se met dans cette position-là, dans une France catholique, dans une France extrêmement pratiquante, ça parle. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés. Je vous en ai parlé, ils sont 6 millions sur les routes, à errer, à avoir faim, peur, à se faire parfois bombarder et mitrailler, qui dans un dénuement extrême sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Donc là, il fait le bilan.
On s'est magnifiquement battu, on est écrasé, on ne peut plus rien faire, on a 6 millions de civils sur les routes. Voilà le bilan. Suite à ça, ces conclusions, c'est les conséquences. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, on ne parle pas de militaires, hein, c'est bien un armistice, donc c'est entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Et là, il utilise le mot foi dans le destin de la patrie, ça renvoie au côté christique. Donc, ayez la foi, je suis prêt à me sacrifier, je fais le don de la personne comme le Christ. Et donc, il rappelle juste à la fin le mot foi, donc c'est entre guillemets bien joué à ce moment-là. Que peut-on dire de ce discours? Un discours qui est, sur le moment, qui paraît parfaitement honnête. On est dépassé, on est écrasé. On voit que tout son discours est fait pour, j'allais dire, déresponsabiliser l'armée. On s'est battu magnifiquement, mais on a été écrasé par un ennemi supérieur en nombre, par un ennemi qui avait de meilleures armes que nous, etc., etc. Ça rend pas, il n'y a aucun moment où il évoque une responsabilité quelconque, sa responsabilité aussi, puisqu'il a été chef des armées, il était à un poste imminent. Donc non, il n'y a pas de responsabilité de l'armée, elle s'est battue magnifiquement, il faut déposer les armes, il y a une allusion très nette aux civils, et ça c'est quelque chose qui est important, ça rentre dans la décision. Voilà, mettez-vous, c'est ça que j'aimerais vous faire passer dans ce webinaire, mettez-vous à la place ou du général de Gaulle ou de Philippe Pétain à Bordeaux, dans l'angoisse, avec très peu de communication, avec une armée française qui est explosée, avec 6 millions de civils en train de se faire mitrailler, bombarder. On ne sait pas trop où sont réellement les Allemands, ce qu'ils font. On a des actes de résistance héroïques. Je pense notamment des cadets de Saint-Cyr le long de la Loire qui, à eux tout seuls, avec quelques fusils et 3 canons, réussissent à arrêter pendant quelques temps des chars allemands. Donc voilà, ça va dans tous les sens. Et il essaye de regrouper en fait les Français sur sa personne entre guillemets christique, et en disant on va essayer de diminuer la douleur et essayer de protéger les civils. Ça, c'est l'image qui a été construite ensuite du maréchal Pétain, qui est le bouclier de la France face aux Allemands, face à la défense. Le maréchal Pétain a été un bouclier, il a essayé de protéger les Français, et il dit lui-même, il a fait don de sa personne. Réponse du général, du sous-secrétaire d'État à la Défense de Gaulle, général à titre provisoire de mémoire. Donc, il y a un décalage, tout s'est joué en 30 heures. Hein. Il y a un décalage, on a de Gaulle. Alors, qui est le général de Gaulle? C'est personne. Il faut être très clair, c'est sous-secrétaire d'État à la Défense. Il avait une division blindée qui s'est bien défendue, qui a contre-attaqué. Ça a été l'une des rares, puisqu'il avait appliqué ce qu'il avait écrit dans sa stratégie, ce qu'ont fait les Allemands. Hein. Les Allemands ont peut-être lu les écrits du général de Gaulle et l'ont appliqué. En tout cas, Guderian a fait exactement ce que voulait faire le général de Gaulle, c'est-à-dire concentrer ses chars sur une petite portion de front et faire une attaque brutale. C'est ce que les Allemands ont appelé la Blitzkrieg. Alors sa contre-attaque a bien fonctionné pendant 10, 15, 20 km, et puis elle a été complètement anéantie par l'aviation, puisqu'on ne maîtrisait absolument pas l'armée de l'air français s'est battue aussi de manière admirable. Elle a lutté, hein, on a souvent dit, mais il n'y avait pas d'armée française, parce que ça ne se voyait pas, ils étaient à 10 000 mètres, ils ont lutté, ils se sont battus 1 contre 4, 1 contre 5, mais voilà, ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu. Il suffit de voir le nombre d'aviateurs français
qui sont morts en plein ciel en 6 semaines. C'est une véritable hécatombe. Donc, eh ben c'est qu'ils décollaient et qu'ils allaient se battre à 1 contre 4, 1 contre 5, souvent sachant qu'ils n'avaient pas grande chance de pouvoir revenir, mais ils le faisaient. Mais face à l'organisation et le fait que les Allemands maîtrisaient les cieux et qu'ils avaient 4 fois plus d'avions que nous, la contre-offensive du général Leclerc a complètement été anéantie par les Stuka, donc des avions en piqué qui possèdent une bombe, qui peuvent lancer des bombes, et ils sont faits sans couverture aérienne. Les tanks ne servent pas à grand-chose. Et la grande force justement de l'armée allemande, c'est d'avoir une coordination entre les troupes, les chars et l'aviation, ce qui explique une grande partie de leur extraordinaire efficacité pour l'époque. Donc arrive le général de Gaulle à Londres, membre du gouvernement, il était sous-secrétaire d'État à la Défense, pas connu du tout. Il va voir Churchill, il lui montre son discours, Churchill lui dit oui, vas-y, tu peux y aller. Churchill ne le connaît pas non plus que ça. C'est pas l'image du général de Gaulle que l'on peut avoir maintenant. C'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans cette situation. C'est un des dizaines, centaines de généraux français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas plus qu'un autre. Donc le discours du 18 juin du général de Gaulle, une autre vision en fait du combat et de la défaite. Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Il dit c'est Pétain, voilà, Pétain, maréchal, c'est le chef. Il dit tout de suite que Pétain est à la tête de l'armée française depuis très longtemps, depuis des décennies. Ils ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Donc dès la première phrase, De Gaulle attaque directement Pétain en lui disant dans ton discours, tu nous dis que l'ennemi était supérieur en nombre, en armes, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait ces 20-30 dernières années où tu étais responsable à la tête des armées françaises? Haute vision de la défaite. Certes, nous sommes, toujours actuels, submergés par les forces mécaniques. Mécaniques, ce sont les Panzerdivision. Terrestre, c'est l'armée de terre. Et aérienne, c'est la Luftwaffe, les Stuka notamment, de l'ennemi. Infiniment, ça c'est implacable, c'est réel. Même constat pour tous les deux, on est totalement dépassés, submergés. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Et ça aussi, qu'on soit pétainiste ou gaulliste, si on est historien, avec le recul, c'est vrai à 100%. On s'est fait exploser au niveau tactique. Il y a aussi un côté psychologique qui n'est jamais évoqué dans les textes, qui sont très importants. Je vous donne juste un exemple. On a un témoignage d'un capitaine qui était à l'état-major et qui part en mission pour aller donner des ordres à une division. Et puis d'un seul coup, il s'arrête, il se planque parce qu'il voit une avant-garde allemande, alors pas grand-chose, une automitrailleuse, deux sidecars, etc. Et on a une troupe avancée française qui sont là, alors mitrailleuses, tranchées, barbelées, vraiment impeccable. Et c'est un témoignage, hein, il le voit de ses yeux et il entend dire « V'là les Allemands », et chut, les troupes françaises qui auraient pu les massacrer en 5 secondes, cette avant-garde, se met à reculer. Et il disait, c'est le mouvement panique, comme quoi on pouvait dire c'est les uns, et tout le monde fuyait, ou c'est les Vikings au 8e, au 9e siècle, et tout le monde se mettait à fuir. Ça, il y a un énorme aspect psychologique qui est à travailler, à chercher en histoire. Pourquoi on s'est écroulé psychologiquement? Voilà. Ils avaient peut-être plus de chars, ils avaient autant de chars que nous, mais ils utilisaient mieux. Ils avaient plus d'avions, certes, mais on s'est bien écroulé psychologiquement.
Donc je reviens. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer, ce qui est vrai. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands, ils renforcent, deuxième fois, qui ont surpris nos chefs, donc qui ont surpris Pétain, notamment au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Donc si Pétain essaie de faire porter la responsabilité de la défaite aux politiques, au Front populaire, etc. plus tard, De Gaulle fait porter la responsabilité de la défaite aux chefs militaires. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Donc, bilan très rapide, c'est la photo chef. Alors, il s'appuie là-dessus parce qu'il a effectivement fait beaucoup avant 1940, beaucoup d'écrits, il a beaucoup prévenu l'état-major justement sur les tactiques à employer, et les tactiques de l'armée française étaient très, on va dire, terrestres, très encore dans un esprit 1914-1918, la guerre des tranchées. C'est pour ça qu'on a construit la ligne Maginot. On voulait rester derrière la ligne Maginot et qu'on se bombarde pendant des années. C'est pour ça que, ce qui n'est pas très connu, 80%, 90% de nos chars n'étaient pas en situation de mobilité. C'est-à-dire que l'on enterrait les chars. On enterrait les chars, il y avait juste la tourelle qui restait un petit peu à l'extérieur, et on avait une trentaine de soldats à côté. L'armée, les généraux français voulaient utiliser les chars, toujours dans cet esprit de tranchées, comme des sortes de bunkers mobiles, où ils se déplacent, ils se posent, on les camoufle, les hommes sont à côté, et puis ça devient un bunker mobile. Il n'y avait pas l'idée d'en regrouper 30, 40, 50, 150 et foncer tout droit. C'est ce qu'a pu faire De Gaulle avec ses troupes, mais c'est pour ça qu'il met ça en avant. Là, il dit, pour les initiés, entre guillemets, je vous ai prévenu. Ça faisait des années que je vous prévenais qu'on utilisait mal notre potentiel militaire. Alors, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Et là, il propose une solution. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, c'est tout ce que je vous dis. Et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Répétition, pour que ça rentre dans l'esprit. La pédagogie, la science de la répétition. Elle a un vaste empire derrière elle. Et donc là, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré. On a le courant de ceux qui veulent continuer à se battre en utilisant l'empire français. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Les Anglais continuent effectivement à se battre, et ils rapatrient au moment où De Gaulle fait sa déclaration, notamment les troupes anglo-françaises à Narvik. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Donc les États-Unis qui, c'est intéressant, comme une puissance industrielle, puisque les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre, mais en disant on a les territoires, on a des hommes, on a l'Empire, on a les Anglais avec nous et on a une certaine maîtrise des mers, on a les États-Unis qui peuvent nous produire toutes les armes que l'on veut, ils ne sont toujours pas rentrés en guerre, je vous le rappelle, donc on peut continuer cette guerre. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays, cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France, cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Donc toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, donc les fautes, les retards, là à nouveau il attaque l'état-major français. N'empêche pas qu'il y ait dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, à nouveau les chars, et les avions, nous pouvons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Mine de rien, De Gaulle dit, ils nous ont écrasés, nous aussi, on peut le faire. Et ce qui est intéressant quand même de voir et de comprendre, c'est que comment on peut écraser notre ennemi avec une force mécanique supérieure.
Bah, il l'a dit, il compte fortement, fortement sur les États-Unis d'Amérique. Utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis, c'est de là où viendra cette puissance mécanique capable de terrasser les Allemands. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, le mot est intéressant. Il ne dit pas moi, général de Gaulle, à Londres. Il dit moi, général de Gaulle, actuellement à Londres. C'est-à-dire que le 18 juin, il n'était pas sûr de rester à Londres. Le général de Gaulle envisageait de reprendre un avion et de continuer la lutte, notamment en Afrique du Nord. Comme l'Afrique du Nord n'a pas voulu, enfin du moins les cadres d'Afrique du Nord se sont rangés du côté légitimiste du gouvernement de la Troisième République et de Philippe Pétain. Ils n'avaient pas la possibilité d'aller poursuivre les combats en Afrique du Nord. Mais à ce moment-là, il y avait cet espoir. C'est pour ça qu'il a dit, je pense, actuellement à Londres. Ça veut dire que peut-être que demain, je ne serai pas à Londres, mais peut-être qu'après-demain, je serai à Alger pour continuer la lutte avec l'armée française des colonies. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver. Là, ils visent quoi? Ils visent tous les soldats français et plusieurs dizaines de milliers qui ont été rapatriés par les Anglais de Dunkerque et aussi de Narvik. Alors Narvik, on ne connaît pas trop, c'est ce qu'on appelle la bataille de Narvik. On a une expédition anglo-française, puisqu'on a plutôt utilisé les navires anglais, une expédition anglo-française pour aller couper la route du fer aux Allemands. On a gagné cette bataille, la route du fer a été coupée. Alors pourquoi la route du fer? Parce que s'ils n'ont pas de fer, ça va être difficile de produire des armes. Mais comme l'a dit le général français qui était chef de cette expédition, on l'a coupé 48 heures. Et on est tout de suite rentré suite à l'offensive de mai 1940. Mais il y a des troupes françaises, des officiers, des hommes, des soldats qui se trouvent à Londres par dizaines de milliers qui revenaient de l'expédition franco-britannique de Narvik ou évacués de la poche de Dunkerque. Alors je vous dis tout de suite, ça vous montre aussi la popularité entre guillemets du général de Gaulle sur des quelques dizaines de milliers. On en a 200 qui sont restés avec de Gaulle, qui l'ont rejoint sur plus de 10 000, 200. Et puis on en a des actes individuels. On a eu par exemple 124 hommes valides en état de se battre de l'île de Saint qui ont rejoint de Gaulle à Londres. Mais voilà, il faut vraiment comprendre cette situation. Je vais finir le texte après, mais c'est très important. Le de Gaulle de mai du 18 juin 1940, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu du tout par le Royaume-Uni en tant que légitime, encore moins par les Américains qui ne savent même pas du tout qui c'est et qui ont plein d'autres généraux beaucoup plus importants, beaucoup plus connus qu'ils essayent de négocier avec eux pour voir s'ils ne peuvent pas rejoindre les Anglais à ce moment-là. Donc c'est un homme seul qui fait cet appel, ce discours. Churchill l'autorise parce que bon, ça coûte rien et puis ça peut, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est vraiment un homme seul, donc c'est très très important parce qu'on a toujours, les gens se projettent toujours en disant oui, De Gaulle, mais c'est l'image du De Gaulle qu'ils ont après, c'est l'image du De Gaulle de 45, c'est l'image du De Gaulle, président de la République, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est un petit général qui débarque à Londres, qui est suivi par personne. Il fait, alors ça passe en boucle, la BBC. Le 18 juin, c'est passé 3 fois d'affilée son message à la BBC. Alors, tous les Français n'ont pas un poste de radio. Les 6 millions qui sont sur la route, ils n'ont pas l'info. Ça a été relayé dans les zones françaises qui n'ont
n'était pas encore occupé par les Allemands. Il y a des journaux qui ont imprimé l'appel du 18 juin de Gaulle, qui l'ont imprimé le 19, le 20, ça a été distribué. Et en tout et pour tout, voilà, on a à peu près 200 personnes, 200 militaires français qui étaient à Londres, qui l'ont rejoint. Les autres, dizaines de milliers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été en grande partie rapatriés en France, puisque je vous rappelle que la guerre n'était pas finie, puisque c'était une armistice. Donc c'est aussi pour ça que De Gaulle, il n'y a pas beaucoup de militaires qui l'ont rejoint, parce que rejoindre De Gaulle, ça pouvait être perçu comme un acte de désertion, puisque l'armée française, officiellement, était toujours en guerre contre l'armée allemande. L'armistice, c'est un acte politique qui met fin aux hostilités. On fait une pause, on négocie, mais on peut reprendre la guerre. Donc aller rejoindre De Gaulle quand on était en France en unité combattante, ça pouvait être perçu comme un abandon de poste et de la désertion. Peut-être qu'il y a eu plus de personnes qui ont été charmées ou qui ont accepté son discours, mais il faut bien comprendre qu'on a une énorme partie de l'armée française qui pensait que l'armistice, ça permettait aussi de gagner du temps pour pouvoir se restructurer, se réorganiser et pouvoir peut-être reprendre le combat dans tel ou tel endroit. Il y a toutes ces idées-là qui fusent aussi en permanence dans cette période qui est une période... voilà, on a du mal à imaginer entre la peur, entre le désespoir au niveau du gouvernement, entre l'exaltation, entre les petits jeux de pouvoir, je vais pouvoir être ministre, machin bidule. Donc on a tout ça. Et donc on a ces deux discours. Je vais finir sur le discours et après je vous rajoute un petit quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qui me paraît très très important. Donc moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. Je prends tout le monde. Je suis tellement seul que je prends tout le monde. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement. Il revient là-dessus. On a été battu par les forces mécaniques allemandes. Les ingénieurs, les ouvriers sont bienvenus. Il va falloir produire des armes. C'est très très important. Donc j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Donc contactez-moi, rejoignez-moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Donc là déjà, il se pose tout de suite comme quoi il incarne la résistance française. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Alors, deux choses à rajouter qui me paraissent très importantes pour essayer de comprendre vraiment de manière honnête toute cette période. Première chose, on ne peut pas juger cette période avec ce que nous savons. C'est très facile de dire il fallait être avec De Gaulle avait raison, etc. Regardez, la preuve, on a gagné la guerre. On ne sait pas. Voilà. En ce moment, au moment où je vous parle, on a des réfugiés libanais, syriens, irakiens à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans le froid, séparés par des barbelés. Je ne sais pas comment l'histoire nous jugera là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on pas particulièrement bien. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. On ne peut pas juger à l'aube de ce que l'on sait sur cette situation. Il y a un point qui est important qui n'est jamais soulevé, c'est que Philippe Pétain, au moment où il fait ce discours, a 84 ans. Donc c'est un vieux monsieur. C'est un très vieux monsieur. On a des images d'archives où on le voit qui se met, 2-3 ans plus tard, qui se met à trembler, etc. Donc il incarne à 84 ans un petit peu l'armée française. Hein, vous avez 84 ans Philippe Pétain et vous avez le jeune général de Gaulle fringant, plein d'énergie, qui dit mais les vieux généraux français, les vieux maréchaux n'ont rien compris à cette guerre, ils nous auront fait la guerre de 14-18, la ligne Maginot, on enterrait nos chars, on n'utilisait pas l'aviation, pas de coordination, etc.
Ce qu'on peut dire, c'est que De Gaulle avait absolument raison au niveau tactique. Il avait écrit bien avant comment utiliser les chars. Il a été nommé sous-secrétaire d'État à la Défense parce qu'on a une partie du gouvernement de la Troisième République qui était favorable aux idées tactiques de De Gaulle. Ils l'ont nommé là pour qu'il puisse essayer d'améliorer les divisions françaises de chars. Pourquoi il a été nommé que sous-secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi général à titre provisoire? Parce que une chose dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on a le poids de l'armée, de l'état-major qui est extrêmement puissant. De nos jours, avec la Ve République, et c'est d'ailleurs De Gaulle qui l'a mis au point, les généraux, les chefs d'état-major et tout, ils sont réellement aux ordres du président de la République qui te les dégage d'un claquement de doigts s'il veut. Donc on a vraiment, la hiérarchie, si j'ose dire, est très claire dans la Ve République. Le chef, le président de la République élu, les militaires, ils suivent, ils obéissent. S'ils ne sont pas contents, ils démissionnent. Et s'ils ne sont encore pas contents et qu'ils ne veulent pas démissionner, c'est conseil de discipline. Voilà, on s'en débarrasse comme ça. Sous la Troisième, pas du tout. Sous la Troisième, pas du tout. On a quasiment les militaires qui font presque un gouvernement à eux seuls. Le gouvernement français de la Troisième, le président qui n'a pas grand pouvoir, mais on va dire le chef du gouvernement dit il faut faire ci, il faut faire ça. Si les militaires veulent pas, c'est parle toujours, tu m'intéresses. Donc il faut se mettre dans ce contexte-là. Et De Gaulle dit toute la responsabilité de la défaite est liée aux vieux, entre guillemets, donc Philippe Pétain. Et Philippe Pétain dit toute la responsabilité de la défaite est liée aux politiques. Et c'est pour ça qu'il n'a absolument pas voulu faire un acte de capitulation, sinon ce serait reconnaître que la défaite française pendant mai et juin 1940, c'est une défaite militaire. Pour lui, il veut faire comprendre que c'est une défaite politique avant tout et que les militaires qui se sont battus honorablement n'ont strictement rien à se reprocher. Voilà. D'autant plus que c'était lui qui avait des postes extrêmement importants dans l'armée française, donc il devrait reconnaître une partie de sa responsabilité aussi sur des mauvais choix tactiques, sur des faits qu'il nous a fallu 10 ans avant de commencer à construire nos premiers chars par rapport aux Allemands, etc. Petit détail aussi, on n'a pas perdu parce que notre armement, contrairement à ce que dit De Gaulle un petit peu, on n'a pas perdu parce que notre armement était moins bon que celui des Allemands. Les chars Renault étaient supérieurs en 1 contre 1 face aux premiers Panzer allemands. Ils explosaient complètement. On avait un énorme blindage à côté d'eux. Les avions français, les De Wettin et tout, n'avaient pas à rougir face aux Messerschmitt de première génération allemands. Au niveau technologique, on était bon, nos chars étaient parmi les meilleurs. Mais voilà, on n'a pas su les employer, on les a mal employés, on n'a pas su les coordonner avec l'aviation et on a été rapidement dépassé. Je vous invite à réfléchir, à réfléchir. Imaginez que vous êtes dans ces jours de juin 1940, que vous êtes membre du gouvernement français, que c'est la défaite, la débâcle, l'armée française, on ne sait plus trop où elle est, on a 1,5 million de prisonniers, on a 6 millions de Français sur les routes. Imaginez ce que vous pourriez faire et dans quel camp vous vous seriez mis. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'on ne peut absolument pas avoir un discours tout est blanc ou tout est noir. Voilà, on n'a pas vécu cette période. Et quand on fait l'effort d'essayer de s'y plonger, de s'y projeter et non pas de la juger, les choix étaient, je pense, extrêmement difficiles. Bon, bien sûr, j'aurais jamais été membre du gouvernement, j'aurais été un bon paysan comme tous les membres de ma famille. Voilà, est-ce que j'aurais fui la maison familiale, la ferme familiale, je sais pas. Mais voilà, donc
Voilà, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et c'est pour ça que c'est forgé, si vous voulez, sur ces deux personnes, une légende. La légende, j'ai commencé à vous en parler, où Philippe Pétain est le bouclier de la France, c'est-à-dire que au pire moment, il a dit stop et il a essayé de protéger les Français des Allemands. Et de l'autre côté, on avait Charles de Gaulle, l'épée, bouclier épée, celui qui voulait continuer à taper sur les Allemands. Et beaucoup de Français, à ce moment-là, hein, bon, quelques mois, quelques semaines après, étaient persuadés que les deux étaient de mèche. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis d'accord, puisqu'ils étaient membres, ils ont été membres du même gouvernement, qui s'étaient mis d'accord. Moi, j'essaie de limiter les dégâts, et toi, tu continues à lutter et à préparer le retour des troupes françaises, et on continue à se battre. Pas du tout, pas du tout. Ils se sont jamais mis d'accord, donc ça, on peut totalement oublier cette idée. Et là, on est vraiment en 1940. Point. Après ce qu'a fait Philippe Pétain, ce qu'on a appelé la collaboration, c'est ça qui est extrêmement important, la France a été le seul pays à demander une armistice aux Allemands. Tous les autres pays, ça a été une capitulation. Hein. L'armée belge a capitulé, l'armée hollandaise a capitulé, et donc du coup, tout a été occupé par les Allemands. La France n'a pas demandé la capitulation, un armistice. Pourquoi les Allemands, mettons-eux de leur côté, ont accepté l'armistice? Pourquoi ils n'ont pas continué? Il n'y avait plus rien. Ils pouvaient descendre jusqu'à Bordeaux, aller chercher le gouvernement français. Pourquoi ils ont accepté cet armistice, cette pause des combats? Alors, dans ce que l'on a dans les textes, hein, c'est que Hitler considérait que c'était une chance d'avoir l'armistice, puisque la France, la Belgique, c'est facile à contrôler, la Hollande, c'est tout petit, etc. Mais un pays comme la France à surveiller, contrôler, diriger, ça aurait été extrêmement plus difficile, extrêmement problématique, ne serait-ce que par la taille de la population, etc. Donc s'il y avait un gouvernement français qui faisait une partie du job, ça arrangeait bien les Allemands. Et c'est pour ça que on a basculé petit à petit, à mon avis, dans des demandes allemandes de plus en plus fortes et dans un gouvernement français qui a cédé de plus en plus, à tel point qu'on a été plus loin, et c'est ce que l'on reproche au gouvernement de Philippe Pétain, c'est qu'on n'a pas été... On a été beaucoup plus loin, on a été le seul pays, avec des déclarations des ministres français et tout, à espérer la victoire des Allemands. Donc là, on n'est plus dans un rapport armistice, on est dans un rapport de collaboration, c'est-à-dire qu'on se met du côté des Allemands, et on a eu par exemple la division Francrache et puis après la division Charlemagne, on a eu 12 000 Français encouragés par le gouvernement français à rentrer dans l'armée allemande, dans les divisions SS qui se sont battues sur le front de l'Est contre les Russes. On avait une division SS française. 100% des soldats étaient français, tous les officiers étaient français, ils avaient été formés comme tous les SS allemands, et c'était une armée SS à temps plein. Donc voilà, en 1940, on ne voit pas du tout, là, ce 16, 17, 18 juin, 19 juin, on ne voit pas du tout la possibilité à ce moment-là d'une collaboration. C'est plutôt, on cesse les hostilités et on essaye de trouver un gentleman agreement pour essayer de sauver chacun, côté français, la situation, et en voyant ce que les Allemands vont devoir exiger de nous. Donc comme les Allemands ont été dans une situation, ils maîtrisaient tout, les clauses de l'armistice ont fait bondir bon nombre de Français et de généraux français. C'est à partir de là où De Gaulle a été un petit peu plus écouté, parce que ce qui est important, c'est que beaucoup de Français pensaient que le combat allait continuer de se faire en France et que l'armistice, c'était pour gagner du temps, le temps que l'on se réorganise. Mais vu les termes de l'armistice, c'était très clair qu'il n'y avait pas du tout que la guerre était finie et que c'était en fait réellement une capitulation.
Donc voilà ce que je voulais vous montrer, mettre en parallèle à 30 heures de différence ces deux textes et deux analyses différentes de la défaite. Analyse qui, chacun du point de vue de l'interlocuteur, se tient. Voilà. L'histoire, c'est être dans la nuance et c'est pas être pro-bidule ou pro-truc ou anti-truc ou anti-truc. C'est essayer de réfléchir. Et donc, je vous invite à réfléchir, pas sur ce que vous connaissez après en 41, 42, 43, 45, etc., mais à la situation en 1940 et quelle aurait été pour vous la meilleure solution s'il y en avait une. Je suis même pas sûr que ce soit ni l'une ni l'autre qui pouvait être peut-être la meilleure. Sur ces petites réflexions, je vous laisse. On se retrouve dans 3 minutes, le temps que je lance l'autre flux vidéo pour vous parler du Kaizen, la méthode Kaizen dans le